Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. C'est l'art de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue et dans ce journal. Salutations à toutes et à tous. Et dans la cité de Mbanza-Ngungu, les gestionnaires de l'école primaire Kivuvu craignent l'écroulement du bâtiment de cette infrastructure scolaire à cause des eaux des pluies. Et Diekombo, notre correspondant, nous en dit plus. Les P1 Kivuvu, d'un effectif de 1850 élèves, dont 1150 filles, est situé à Mbanza-Ngungu dans la province du Congo central. Ces beaux bâtiments de ce célèbre établissement scolaire sont très menacés. En effet, les eaux de pluie qui proviennent du marché central se déversent dans la cour de cette école à cause de ce caniveau en mauvais état. Un danger permanent pour des milliers d'élèves. La sœur directrice Berthe Matondo alerte. Alors, dernièrement, nous avons connu un problème ici. Il y a eu la pluie. Les immondices se sont déversés dans la cour de l'école. Le mouvement de l'eau a emporté la fondation. Alors nous avons un problème. Ça s'est déversé dans la cour de l'école. Nous avons un grand problème ici. Nous cherchons des sacs pour une solution, mais ça ne marche pas. L'eau stagnante va déranger la cour de l'école et puis les bâtiments. Plus tard, ça risque de s'écrouler. Les bâtiments sont en danger et puis nous avons peur. Cette eau-là provient de la grande rigole. Il y a une rigole publique. Et puis il y a les immondices du marché qui dérangent un peu. Ça bloque l'eau de passer. L'eau dérange un peu la cour de l'école. Par la même occasion, elle sollicite l'appui financier des autorités compétentes et des autres partenaires de l'EPST pour la construction de ce caniveau qui va faciliter la bonne canalisation des eaux de pluie. On doit construire un caniveau. Nous sommes butés à un problème de financement puisque nous sommes dans une école publique. Chez nous, les enfants ne payent pas et les parents aussi ne peuvent pas prendre ça en charge. Raison pour laquelle nous avons lancé un appel auprès des autorités pour nous venir en aide. Signalons que l'EP1 Kivuvu fait partie de grandes écoles primaires du territoire de Mbanza-Ngungu. Plusieurs cadres de ce pays ont été formés ici. Ces milliers d'enfants doivent être protégés puisque demain, ce sont eux qui vont diriger notre pays. Quittons la cité de Mbanza-Ngungu pour la ville de Goma où la population ont pris d'assaut les grandes artères dans cette partie du pays. Et c'était ce jeudi 1er décembre 2022. Ils ont manifesté leur ras-le-bol contre le déploiement des troupes ougandaises en République démocratique du Congo et dire non au dialogue avec les rebelles. Et suivons ces reportages de notre correspondant Daniel Michombero. Parti du rond-point qui ici, au nord de la ville de Goma, la manifestation pacifique s'est dirigée au centre-ville de Goma. Touché par la situation sécuritaire qui traverse son pays, Mouindo Mukibisia veut voir la force de l'EAC au front contre les M23 et non dans la ville de Goma. Lever l'embargo qui est contre la RDC aujourd'hui. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'armes parce que toutes nos armes sont confisquées par la communauté internationale. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous disons non à la complicité de la communauté internationale, nous disons non à la complicité de l'AEAC, nous disons non à la complicité de la MONUSCO. Les manifestants exigent la levée de l'embargo sur les armes qui pèsent sur la RDC en guerre, le départ immédiat de la MONUSCO qu'ils estiment inefficace dans la recherche de la paix en RDC. Basiako Mayombi est un habitant de Rutshuru dont la grande partie est occupée par les rebelles. Pour ces manifestants, l'Ouganda est impliqué dans l'insécurité au Congo. Moi je suis de Rutshuru, je viens de Rutshuru, on a vu tout ça que l'armée ougandais est en train de faire à Bunagana. Il fait entrer des ennemis pour ravitailler le M23 en munitions, en troupes. Ça veut dire, s'ils entrent encore sur notre pays
sur notre territoire et dans notre pays pour sécuriser la population. Qu'est-ce qu'elle va faire? Il n'y a pas la différence entre l'armée ougandaise et les M23. Ils sont les mêmes. Le Rwanda, l'Ouganda et les M23 sont toujours les mêmes. Dans le but de trouver solution au problème de l'insécurité dans l'est de la RDC, un dialogue de paix entre les Congolais et les groupes armés se poursuit à Nairobi. Des journalistes interpellés par la police congolaise ont été libérés quelques minutes après leur audition au commissariat urbain de la ville de Goma. Goma, Daniel Michombero, ma bannière télévision. S'informer à la source du processus électoral en République démocratique du Congo était une préoccupation majeure des diplomates africains accrédités en République démocratique du Congo. Une délégation de cette catégorie de personnes a été reçue par le président de la CENI, Denis Kadima. C'était donc le mercredi 30 novembre 2022 dans son cabinet de travail dans la ville-province de Kinshasa. Suivez. Le processus électoral en République démocratique du Congo passe d'une étape à une autre. Quelques jours après la sortie du calendrier électoral, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima, reçoit une délégation de diplomates africains accrédités en RDC. Ces tête-à-tête s'est déroulé le mercredi 30 novembre 2022 dans son cabinet de travail dans la ville-province de Kinshasa. Ces caucus des ambassadeurs de pays africains accrédités à Kinshasa a été conduit par l'ambassadeur marocain Richard Agazin. Ils sont venus s'informer à la source du déroulement des élections générales prévues en 2023 et 2024. Le président de la CENI a fait une présentation exhaustive et que je considère aussi sincère. Il a très bien expliqué tous les contours des préparatifs et dans la perspective des élections. On a bien sûr parlé des défis, des objectifs et nous sommes conscients que ce n'est pas une entreprise facile. Tenir les élections partout dans le monde demande beaucoup d'efforts et beaucoup de moyens. L'apport des ambassadeurs africains est presque naturel. Nous sommes tous dans ce cher continent et nous sommes tous conscients de ce que prend la tenue d'une élection. Et comme j'ai dit, ce n'est pas une entreprise facile. Et ici en RDC, on est bien conscient, c'est un pays sur continent. Il y a beaucoup de difficultés en termes logistiques. Il y a bien évidemment et malheureusement l'aspect de l'insécurité à l'est du pays. Donc nous sommes conscients de tous ces aspects. Et nous avons manifesté notre soutien au président de la CENI dans ce sens. Notons que cette démarche a été appréciée à sa juste valeur par le numéro 1 de la centrale électorale. À la fin de cet tête-à-tête, une photo des familles a été prise pour immortaliser cet échange. Parlons santé à présent pour sensibiliser les gouvernements et la population sur le méfait de la maladie du sida. Le 1er décembre de chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale de lutte contre cette pathologie. Suivez. Oh, le sida, une terrible maladie. Depuis 1988, l'humanité célèbre le 1er décembre de chaque année la journée mondiale de lutte contre le sida dans le souci de vulgariser le méfait de cette pathologie, mais aussi de fournir les soutiens moral et matériel au profit des personnes vivant avec le VIH. La célébration de cette journée rappelle à la population et au gouvernement l'existence de cette maladie mortelle qui endeuille plusieurs familles du jour le jour. Pour l'ONU-SIDA, l'augmentation du financement pour riposter contre cette maladie, la sensibilisation accrue concernant l'impact du VIH dans la vie des personnes, l'éradication des stigmatisations et discriminations, mais aussi l'amélioration de la qualité de vie de cette catégorie de personnes reste essentielle. C'est la fiche d'information qui décrit les dernières statistiques sur l'état de l'épidémie au niveau mondial. 38,4 millions de personnes vivaient avec le virus du sida en 2021. En cette même année, 650 000 personnes sont décédées. Pour cette année 2022, le thème choisi est « Égalité maintenant ». Signalons qu'en cas d'infection, les symptômes qui apparaissent dans les premières semaines sont comparables à ceux de la grippe, notamment la fièvre, les maux de gorge et la fatigue. Cette maladie sexuellement transmissible est à la base de la disparition de plusieurs personnes en Afrique et dans le monde. Place à l'actualité continentale. À Somalie, environ 600 personnes sont déjà décédées
et dans des attaques de djihadistes cette année. Les islamistes Shebab ciblent parfois les centres de la capitale. La prise en charge se complique dans des hôpitaux submergés. TV5 Monde. L'hôpital Madina de Mogadiscio, situé en plein cœur de la capitale somalienne. Doté d'un service de chirurgie et de blocs opératoires, il est devenu au fil des décennies l'hôpital de référence du pays pour la prise en charge des blessures de guerre. Après chaque attentat, il fait face à un afflux massif de victimes. On terminait une intervention chirurgicale lorsqu'on a entendu une énorme explosion. Toute la salle d'opération a tremblé. On savait qu'on allait recevoir beaucoup de victimes. Alors, médecins et infirmières de l'hôpital, on s'est vite déplacés vers le centre d'urgence pour trier les blessés, pour voir qui avait besoin d'une intervention chirurgicale vitale et qui pouvait être pris en charge. Depuis le début de l'année, la Croix-Rouge et ses hôpitaux partenaires ont enregistré une hausse de 30% des admissions liées au conflit armé avec les islamistes d'Al-Shebab. Fin octobre, un double attentat à la voiture piégée au carrefour de Zobé, en plein centre de Mogadiscio, a fait au moins 100 morts et 300 blessés. Un mois plus tard, les hôpitaux sont toujours submergés par ces patients. On a reçu tellement de blessés après l'explosion de Zobé. La plupart d'entre eux avaient des blessures graves. Certains avaient des blessures multiples. Mais on a fait de notre mieux pour essayer de les gérer. Pris en charge à l'hôpital Kalkal, Faisal Omar faisait partie des victimes de cette double attaque. Photographe, il ne compte plus le nombre d'attentats qu'il a vus, seulement ceux où il a été blessé. J'ai été blessé au moins 4 fois. Le pire, c'est ce qui m'est arrivé en 2015 où j'ai été blessé au cœur et à la tête. C'était la 2e fois. C'était un attentat suicide. Des attaques qui mettent la population et le personnel médical à rude épreuve. Selon l'ONU, depuis le début de l'année, au moins 613 civils sont morts et près de 1000 autres ont été blessés, soit le nombre de victimes le plus élevé depuis 2017. Les rideaux sont tirés et cela annonce la fin de cette édition du journal. Elle vous a été réalisée par Jefté Balumbu. Merci à l'équipe rédactionnelle qui a concouru pour sa rédaction. Au revoir.